Tout est politique, bonjour et bienvenue dans cette seconde partie de l'émission si vous nous rejoignez. Notre invité cette semaine, Jack Lang, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ministre de la Culture, ancien ministre de l'Éducation nationale et aujourd'hui président de l'Institut du monde arabe. Aujourd'hui justement, existe-t-il encore une politique arabe de la France? Oui. Laquelle? Et c'est une bonne politique. Ah, la pourquoi? politique conduite par François Hollande et par le gouvernement est une bonne politique. Pourquoi? Parce que, d'abord, elle est une politique de présence. François Hollande, je l'ai vu de près, est en permanence ici et là, accompli, prend le temps de rencontrer les uns et les autres sur place, de recevoir ici à Paris. Et il a noué avec l'ensemble des pays arabes, les pays du Maghreb, évidemment, mais aussi les pays du Golfe, l'ensemble des pays arabes, des relations, je dirais, très étroites, très profondes, très respectueuses aussi des particularités de chacun des pays. Et en revanche, ou plutôt inversement, il est très respecté aujourd'hui dans le monde arabe comme l'homme le président qui a pour le monde arabe une vraie passion, une vraie attention, une vraie curiosité. Vous dites une politique de présence. Est-ce que c'est parce que la France connaît sans doute mieux le monde arabo-musulman que beaucoup, hélas, de nos partenaires européens, et je dirais même que les États-Unis? C'est pour ça qu'on est quand même sur un certain nombre de champs de bataille, et j'ai envie de dire, mais on est quand même bien seul. Je pense au Sahel en particulier. Bien sûr, c'est pas parce qu'il y a une ancienneté des relations de la France avec l'Orient, disons, que pour autant on devrait se retirer ou être indifférent. Non. Par comparaison, je ne veux pas être désobligeant avec ce qui s'est produit au cours des années passées, François Hollande mène une politique d'amitié avec le monde arabe. J'ose parler un instant de l'Institut du monde arabe. Son prédécesseur, pour lequel j'ai du respect, n'a jamais mis les pieds une seule fois à l'Institut du monde arabe. François Hollande est venu 4 fois pour inaugurer des événements, pour animer des forums. Il a, je répète, une vraie passion. Il est très présent. Mais vous dites qu'on a une politique d'amitié envers les pays du monde arabe. Eux, ont-ils une amitié envers nous? Un vrai respect. Allez, il ne faut pas faire le tour du monde arabe. Vous pensez à quel pays, par exemple? Quel pays en particulier? Mais je sais pas, malgré le petit froid qui s'est produit pour des raisons indépendantes de l'exécutif avec le Maroc, aujourd'hui, c'est la lune de miel. Avec l'Algérie, François Hollande... très bien avec l'Algérie. Oui, François Hollande a des rapports assez anciens, et là aussi, les choses se passent bien. Avec la Tunisie, François Hollande a été présent à plusieurs reprises pour soutenir la démocratie naissante. Il a reçu récemment le président tunisien. Ça compte les rapports humains, ça compte les rapports d'homme à homme, ou de femme à homme, ou d'homme à femme, je ne sais pas comment on peut dire. Et idem avec le Liban, même chose avec les pays du Golfe. Pas seulement François Hollande, Laurent Fabius, et lui aussi, est en permanence présent. Le ministre de la Défense, pour d'autres raisons, Jean-Yves Le Drian aussi. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a une présence française forte et influente. Est-ce qu'on n'a pas un rôle plus important encore à jouer quand on voit à quel point, souvent, l'Amérique se fourvoie avec le monde arabo-musulman? Oui, en effet, mais concrètement... Si la France n'avait pas été là, le terrorisme en Afrique aurait pris largement racine. Et le combat qui a été mené par le gouvernement français et par François Hollande en particulier... Avec l'opération Serval. Avec l'opération Serval. Bon, ici et là, et ça compte. Ça a marqué un coup d'arrêt. Et on peut espérer qu'aujourd'hui, au Nigeria, avec le nouveau président nigérian, on pourra réussir à réduire Boko Haram. Bon, et beaucoup d'autres exemples méritent d'être cités de transformations apportées par la nouvelle présidence française. Mais vous n'êtes pas dépité de voir nos alliés européens qui ne font rien? L'Europe, elle existe. La France ne devrait pas être aussi seule. Sans doute. Alors non, ça vous parlez d'un autre sujet. Vous m'interrogez d'abord sur le président français et sur François Hollande. Oui, l'Amérique, en effet, est un peu en retrait. C'est la vérité. Naguère, on lui a reproché d'être trop interventionniste, et d'ailleurs très mal interventionniste, si j'ose dire. L'intervention scandaleuse de M. Bush en Irak, qui est à l'origine de beaucoup des troubles que nous connaissons aujourd'hui. Alors, mieux vaut qu'il soit un peu en retrait, plutôt que d'intervenir à coups de massue dans tel ou tel pays. Quant à l'Europe, elle a quelques difficultés, en effet, à s'imposer, c'est vrai. Et pourtant, elle dispose de moyens matériels. Et si nous évoquons, par exemple, la question du Moyen-Orient, je veux dire Israël-Palestine, l'Union européenne apporte beaucoup d'argent. Les États-Unis aussi un peu, mais beaucoup plus l'Union européenne. Et sur ce plan-là, on pourrait rêver qu'il y ait en effet, de la part de l'Union européenne et des États-Unis, une influence plus forte. Or, aujourd'hui, nous avons un Premier ministre israélien qui, en vérité, ne veut pas d'État palestinien. Quoi qu'il dise, il ne veut pas d'État palestinien. Et nous avons de l'autre côté
des Palestiniens, hélas, divisés. Alors, et effectivement, c'est là où un président américain qui le voudrait et une Union européenne qui aurait une force pourrait contribuer à jeter un pont entre Israël et la Palestine. Alors vous voyez justement en tant que président de l'Institut du monde arabe beaucoup de personnes qui représentent ces pays du monde arabe. Que vous disent-ils sur Israël? Nous sommes sur une chaîne qui émet justement depuis Israël. Que vous disent-ils? Quelle est la position de tous ces gens-là? Est-ce qu'ils veulent aussi la création d'un État palestinien, voilà, par un partage? Que vous dit-on? Écoutez, il dit l'évidence. C'est-à-dire? L'évidence, c'est que malheureusement, depuis que les accords d'Oslo ont été détruits, depuis 1993, depuis que M. Netanyahou et le Likoud sont au pouvoir en Israël, non seulement l'avenir d'un État palestinien n'a pas avancé, mais a plutôt reculé. La colonisation s'accentue. Mais vous ne trouvez pas que c'est peut-être aussi pour protéger la sécurité d'Israël? Enfin, c'est l'argument qu'avance M. Netanyahou. Je pense au contraire. Je pense que plus Israël s'enfonce dans cette politique-là, plus un jour, le risque est grand que sur le territoire israélien, je ne le souhaite pas évidemment, surgissent des révoltes ou des contestations qui menaceraient l'État d'Israël. Israël est en danger pour vous aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Mais une politique extrémiste comme celle-là, est une politique qui, le jour venu, peut avoir des contre-effets extrêmement négatifs. Pour vous, avec quel type de Palestiniens la paix peut se faire? J'imagine que vous ne pensez pas un seul instant qu'elle puisse se faire avec le Hamas, qui est quand même un groupe terroriste. Monsieur, j'ai envie de dire le pauvre Mahmoud Abbas, qui est sans doute un homme de bonne volonté, est brinque-ballé par le Hamas, il ne sait plus où il va. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un interlocuteur valable pour Israël pour faire la paix? Parce qu'en plus, le Hamas est soutenu par l'Iran. Oui, certes, mais écoutez, on ne va pas inventer un peuple palestinien ou inventer des dirigeants palestiniens. Il y a des dirigeants palestiniens, tout à l'heure, je vous l'ai dit, divisés, et c'est regrettable, et tout a été fait par les États-Unis et par Israël, par les gouvernements israéliens, pardon, parce que je ne confonds pas le peuple, mais pour affaiblir la Palestine. Et aujourd'hui, en effet, la Palestine est affaiblie par ces divisions. Mais quelle solution voyez-vous? Vous qui connaissez quand même bien cette région, bien le Moyen-Orient, bien le monde arabo-musulman et Israël, quelle est votre solution? Quelle est la solution de Jack Lang? Il n'y a pas une solution comme ça, clé en main, c'est stupide. Quelle vision? Je crois qu'il faudrait que de manière continue, obstinée et entêtée, les États-Unis et l'Union européenne fassent entendre et aux Palestiniens et à Israël cette exigence de paix, de sécurité et de stabilité. À Benjamin Netanyahou et à Mahmoud Abbas quand vous dites aux Palestiniens et à Israël? Bien sûr. Donc pour vous, Mahmoud Abbas est la personne qui peut amener cette paix? Il est président de l'autorité palestinienne, même s'il est affaibli par les divisions de la Palestine. Donc il faut le renforcer. Tout a été fait pour l'affaiblir. Et en particulier en multipliant les colonisations pour le délégitimer en quelque sorte. Ça correspond tout à fait à la vision de Netanyahou, qui lui ne souhaite pas, c'est dans sa logique, au moins lui il est logique. Dans sa logique, il ne veut pas d'État palestinien, c'est clair. Jacques Lang, c'est une erreur. On va revenir un Même petit peu. Même pour Israël. On va revenir un petit peu en France. Le président du Conseil français du culte musulman, que vous connaissez peut-être, M. Dalil Boubaker, souhaite doubler le nombre de mosquées d'ici à 2 ans en France. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous semble être une bonne idée? Ah oui, il a dit doubler. Oui, enfin, d'accord. On le cite. Je ne suis pas un mathématicien. Disons, ce qui est certain, c'est que la religion musulmane est la 2e religion de France. C'est une réalité. Près de 5 c'est lié en particulier, c'est lié en particulier à la colonisation. Et à l'importation, entre guillemets, de travailleurs très nombreux pour faire fonctionner à une époque le capitalisme français. Ils ne sont pas venus tout seuls. Ceux qui sont ici, puis beaucoup d'ailleurs sont maintenant pleinement, définitivement français. Il y a les 2e, 3e, 4e générations. Oui, la religion musulmane est une religion de paix, est une religion comme une autre. Elle mérite donc d'être respectée comme toute autre religion. Il se fait simplement que, historiquement, la religion catholique a été la religion dominante. Est née il y a des siècles ici, sur le territoire français. Elle a pu construire des édifices religieux, des cathédrales, des églises et tout ce qu'on veut. Les musulmans sont ici depuis une période beaucoup plus récente. Donc il n'est pas anormal qu'on trouve des solutions. Aujourd'hui d'ailleurs l'idée suscite plutôt un agrément
qu'on facilite la création de lieux de culte. C'est normal de permettre à une religion d'offrir à ses fidèles des lieux de culte. Financé par qui? Qui c'est qui va financer ces lieux de culte? Avec des imams sélectionnés et responsables. Les solutions existent, d'ailleurs pratiquées. Alors quelles solutions? Par exemple, des municipalités, ça existe. Bien sûr, bien sûr. Des municipalités de gauche et de droite. Donc n'inventons pas des histoires pour faire peur. Des municipalités d'ores et déjà, excusez-moi, concèdent des terrains pour une longue durée à des associations cultuelles qui, par ailleurs, collectent des fonds. Mais moi, je vais vous dire une chose personnelle, qui n'engage que moi. Je ne trouverais pas anormal, c'est politiquement incorrect ce que je dis, je ne trouverais pas anormal que pour réparer, je dirais, un hiatus historique, la nouveauté, relative nouveauté, la religion musulmane en France, par rapport à l'ancienneté de présence d'autres religions, la puissance publique puisse donner, sous une forme ou sous une autre, un coup de main pour la création de lieux de culte. Réparer quoi? Je voulais l'expliquer à l'instant, je me suis mal expliqué. Je l'ai dit à l'instant que la religion catholique est en France installée depuis des siècles. La religion musulmane est présente en France depuis peu. Il n'est pas anormal que la collectivité nationale, si moi parler, puisse faciliter l'exercice du culte et l'installation de lieux de culte. Vous permettez que je vous pose une question? Oui. Bon. Est-ce que finalement, autour de tout ça, je vais vous reposer une question qu'on a posée à plusieurs de nos interlocuteurs ici. C'est quand même pas un problème de tolérance et de respect mutuel. Moi, la question que je pose éternellement, et j'ai eu cette conversation un jour avec l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. Est-ce que le pays des lieux saints de l'islam, l'Arabie Saoudite, ne peut pas un jour tolérer l'existence sur son territoire de temples protestants, de synagogues, d'églises catholiques, comme le Bahreïn, le pays voisin, l'Émirat de Bahreïn, que vous connaissez? Je suis d'accord, écoutez, ne mélangeons pas tout. Non mais attendez, on ne mélange pas tout. Non mais excusez-moi, ça devient de la confusion. Non. Si vous me posez la question, nous changeons de sujet. Nous partons de la France, nous sommes là à l'instant dans ce studio à l'Arabie Saoudite. Non mais on parle des mosquées, oui, en effet, si vous voulez mon sentiment personnel, oui, en effet, on doit reconnaître les différents cultes dans chacun des pays. Alors il y a des pays qui l'acceptent. Je ne sais pas, le Maroc, par exemple. Tout récemment, à l'Institut du monde arabe, la princesse Leila Myriam, en présence du Premier ministre Manuel Valls, lors de l'exposition sur le Maroc contemporain, a remis 3 décorations. Un imam, un rabbin, un évêque. Et d'autres pays, on évoquait l'Iran. En Iran, la religion catholique peut être présent, des églises peuvent être présentes, le culte juif est reconnu, il y a même des députés juifs au Parlement iranien. Donc c'est très variable, c'est pas un pays arabe l'Iran, mais c'est un pays musulman. Mais c'est variable d'un pays arabe. Moi je suis pour le respect des religions. Quand vous faites à l'Institut du monde arabe, vous faites des colloques et des tables rondes autour de ces thèmes majeurs, comment vit-on la destruction du patrimoine culturel que commet le groupe État islamique Daesh, en Irak, Daesh? Vous croyez que vous me posez la question comme si on le vivait bien? Non, mais nous avons organisé. Nous avons organisé. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas une armée pour ça, on n'a pas d'armée. On a simplement la parole et l'intelligence. Nous réunissons, si vous vous intéressiez à ce que nous faisons, nous réunissons des archéologues, des intellectuels, des conservateurs. Nous avons réuni plusieurs conventions, plusieurs symposiums. Hier soir encore, nous avons réuni sur les patrimoines chrétiens dans le monde arabe, un colloque extrêmement important qui a été suivi par plusieurs centaines de personnes. On se bat par les moyens qui sont les nôtres, bien sûr, qui sont les moyens de l'intelligence, de l'information, du débat. Est-ce que vous dites à François Hollande, parce que la France, elle joue un bon rôle, et c'est vrai qu'elle est très constructive, est-ce que là vous dites à François Hollande, il faut quand même qu'on aille attaquer davantage ces gens-là, c'est la barbarie, c'est l'horreur, on le voit, est-ce qu'il ne faut pas être tous ensemble plus que jamais pour les anéantir? Ce sont des barbares. Oui, certes, bien sûr, ce sont des barbares, mais écoutez, la France a pris beaucoup d'initiatives, et si les autres pays avaient été aussi ardents, peut-être que les choses seraient allées plus vite. Il y a quand même quelques petits progrès, quand même le territoire de l'État islamique commence à se réduire un peu. Il faut aller jusqu'au bout. Et la France est quand même très présente, vous le savez, militairement, de différentes manières. Et nous aimerions être davantage suivis par les autres nations, notamment européennes. Quand vous dites quelques petits progrès, est-ce que la France joue son rôle plus que les autres, justement, dans cette plus que les autres. Beaucoup plus que les autres, c'est évident que la France, vraiment sur ce plan-là, François Hollande est un guerrier
antiterroriste, respectueux du droit, bien entendu, et notamment du droit international. Mais il a donné l'exemple en Afrique, il donne l'exemple au Moyen-Orient, et je pense que si les autres pays agissaient avec la même vigueur, la même détermination, nous pourrions marquer encore davantage de points. Donc il faut appeler à une union, justement, de tout ce monde arabe. Il y a une coalition, vous le savez. Oui, bien sûr. Vous savez qu'il y a une coalition, quand même. Hein. Il y a une coalition qui a été créée, et la France n'y est pas étrangère. Et elle est même partie prenante, enfin celle qui était l'initiative. Est-ce que vous ne déplorez pas, Jacques Lang, finalement, quand vous observez tout cela, quand même... Il ne faut pas tout le temps pleurnicher, il faut aussi noter les choses. Vous êtes très positif. Non, mais vous êtes positif. Il ne faut pas être dans la déploration permanente. Aujourd'hui, la France, moi personnellement j'en suis fier, la France est à l'avant-garde du combat contre le terrorisme. Est-ce que vous n'avez pas envie de dire à Obama, ne retirez-vous pas du Moyen-Orient et continuez à aider les Européens, les Français? Merci. Bon, voilà, on va terminer. Au revoir. Au revoir, c'était le mot de la fin, je suis désolée. Merci beaucoup, Jacques Lang, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut du monde arabe. Merci, Christian Mallard, pour vos questions. Au revoir. Et à la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. À la semaine prochaine.